d'emblée appeler le premier expert, orateur, qui est Dr Kais Soufiane Boukhil, qui est un médecin pédiatre spécialisé en oncologie pédiatrique. Il va nous parler du diagnostic et prise en charge de l'obésité chez l'enfant. Tfadal, Dr Boukhil. Bonjour, chers consoeurs, chers confrères. Alors que hier était la journée nationale de l'enfance, je suis honoré d'être là parmi vous à Sétif pour parler d'obésité infantile. Donc, mon exposé va porter sur l'évaluation, la prise en charge et la prévention de l'obésité de l'enfant et de l'adolescent. Je vais tout d'abord vous rappeler la définition de l'obésité qui nous a été donnée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et qui définit donc l'obésité comme un excès de masse grasse. Ça nous paraît évident, mais la deuxième partie de la définition est tout aussi intéressante et donne tout l'intérêt qui est porté à l'obésité. Donc c'est un excès de masse grasse qui entraîne des conséquences néfastes pour la santé. Les statistiques actuelles mondiales sont actuellement alarmantes pour le monde pédiatrique. Et on sait déjà, d'ores et déjà, qu'un enfant sur 4 est considéré en surpoids ou obèse. Et que ça atteint effectivement que le nombre d'enfants qui est âgé de 5 à 19 ans atteints de surpoids ou en obésité a augmenté durant la dernière décennie. Et vous voyez bien que le continent, excusez-moi, je vais revenir là-dessus. Vous voyez bien que le continent africain est vraiment concerné. On a noté une augmentation de plus de 33% de la prévalence de l'obésité et du surpoids dans la population pédiatrique. Qu'en est-il dans notre pays? En Algérie, la dernière enquête mixte qui a été réalisée a montré que la prévalence de l'obésité était estimée à 12,8%, surpoids et obésité chez les enfants. Vous voyez bien qu'on est loin des chiffres alarmants qui nous ont été fournis pour la population adulte, mais tout de même, la situation demeure préoccupante. Madame Mekidesh nous a donné tout à l'heure un aperçu concernant les déterminants de l'obésité, un exposé extrêmement brillant, et nous a rappelé que l'obésité était la résultante d'un déséquilibre dans la balance énergétique. Effectivement, nos apports nutritionnels sont malheureusement trop importants alors que nous tendons vers la sédentarité. Tout cela entraîne un excès de masse grasse, encore une fois, qui entraîne des conséquences néfastes pour la population. Les déterminants, là aussi, ça nous a été rappelé tout à l'heure, sont multiples. Vous voyez ici une tentative d'explication qui a été fournie par un groupe d'études britannique, du gouvernement britannique, et qui nous montre que finalement, les déterminants sont non seulement multiples, mais que ces déterminants sont tous liés ensemble de façon complexe, que ce soit des déterminants sur lesquels on peut agir, tels que la production alimentaire ou la consommation alimentaire, mais aussi l'influence de la société, la psychologie de l'individu, bien sûr l'activité de l'individu, mais aussi l'environnement dans lequel évolue l'enfant, et ainsi, et bien sûr, la biologie. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais je vais juste vous exposer cette image qui demeure assez parlante, où l'on voit ici, je vous invite à y réfléchir, mais on voit quand même deux parents qui sont en surpoids et qui eux-mêmes consomment des aliments à haute valeur énergétique, et à côté d'eux, leur fille, qui, elle, n'est plus en surpoids désormais, mais obèse, et consomme en plus grande quantité des aliments aussi, encore une fois, à haute valeur énergétique. Et toute cette famille est sédentaire, bien enfoncée dans son sofa, en train de regarder un programme télévisé. Donc ça résume en réalité le rôle de l'environnement familial. C'est une maladie chronique évolutive, ça n'est pas seulement un fléau dans notre société. Parce que souvent, on considère l'obésité comme un fléau, mais non. L'obésité doit être désormais considérée comme une maladie chronique, évolutive, avec de multiples conséquences. Et c'est un spectre qui va de l'obésité abdominale à l'obésité morbide, et qui compte donc un éventail de formes cliniques qui a pour corollaire aussi un éventail de complications à l'âge pédiatrique. Des complications qui sont soit d'ordre médical, soit d'ordre psychosocial,
Et c'est surtout celle-ci que l'on observe, parce qu'il faut quand même relativiser les choses. Dans le monde pédiatrique, les complications de l'obésité ne sont pas aussi nombreuses que cela. Mais ces complications, ces conséquences sont multiples, mais elles sont néfastes. Et elles influent sur le pronostic vital et fonctionnel. Et on sait par exemple qu'aux États-Unis, l'obésité constitue la deuxième cause de mortalité évitable. On sait aussi désormais, et ça nous a été rappelé par le professeur Tebaïbia, que non seulement dans la population adulte, mais aussi dans la population pédiatrique, l'obésité désormais est responsable d'une réduction de l'espérance de vie. Et on sait bien que l'obésité abdominale est un facteur prédisposant aux maladies cardiovasculaires. Et il est important de considérer que même si l'on a été obèse ou en surpoids durant l'enfance, et que nous ne le sommes plus à l'âge adulte, eh bien, il y a, excusez-moi pour le terme, il est probablement impropre, mais entre guillemets, il y a encore une empreinte de cette obésité ou de ce surpoids à l'âge adulte et qui va faire que l'on est plus exposé à un risque de maladie cardiovasculaire, avec, bien sûr, pour corollaire, une réduction de l'espérance de vie. Désormais, on sait très bien que dès à présent, il y a une réduction de l'espérance de vie de façon globale pour la population mondiale. Alors, il est important pour nous de porter le diagnostic au plus tôt, pas lorsqu'un enfant est obèse, mais lorsqu'il est en surpoids. Et on doit s'aider pour cela d'un indicateur, la courbe de corpulence, la courbe d'IMC, la courbe de BMI, qui permet de repérer des signaux d'alerte. Le BMI est donc l'outil de dépistage par excellence. Et on doit se référer à des référentiels qui donc nous apporteront des définitions communément adoptées par le monde médical. Bien sûr, en Algérie, ce sont les définitions de l'OMS que nous avons adoptées, donc qui définit le surpoids comme un BMI supérieur, compris entre une déviation standard et 2 déviations standards, et au-delà, on parle d'obésité. Et donc, il faut se servir des courbes de l'OMS, disponibles sur le site de l'OMS, et qui, dans la prochaine version du carnet de santé de l'enfant algérien, seront comprises. Qu'est-ce que cette courbe d'IMC va nous apprendre? La première des choses, elle va nous permettre d'observer un rebond adipositaire. Rebond adipositaire qui, normalement, de façon physiologique, a lieu en moyenne à l'âge de 6 ans. Le voici. Lorsque ce rebond adipositaire se produit avant l'âge de 6 ans, plus il est précoce, plus le risque de devenir obèse est élevé. Et on comprend par là qu'une surveillance régulière du poids et de la taille et donc du calcul de l'IMC chez un enfant, et donc simplement le fait de tracer une courbe de corpulence va nous permettre de dépister des enfants qui sont plus à risque de devenir obèses ou en surpoids. Ça nous permet aussi de dépister ces enfants-là lorsqu'on a une ascension continue de la courbe de croissance, une ascension rapide aussi ou un changement rapide de couloir. Et l'on sait bien que ces signes sont associés à un risque plus élevé de développer une obésité ou un surpoids. Le plus souvent, il s'agit d'une obésité commune, 95% des cas, mais il est important pour nous pédiatres de reconnaître aussi des cas d'obésité endogène, qu'elle soit syndromique, des endocrinopathies ou autres. Je vous ai extrait ici 2 courbes de corpulence qui ont été tracées. La première, il s'agissait d'un enfant, donc Amine, qui avait 10 ans et qui présentait une thyroïdite d'Hashimoto, où l'élévation a été extrêmement rapide de son IMC, et dès qu'il a été traité, on a constaté une réduction de son IMC. Et la seconde courbe de corpulence, ici, Abdel Fattah, qui avait 8 ans, et je vous ai mis exprès la photo de ce petit bonhomme, qui présentait un syndrome de Prader-Willi. La dysmorphie faciale est évocatrice. Vous voyez ici avec un enfant qui a un diamètre bifrontal qui est très étroit, des yeux en amande et aussi une bouche en chapeau de gendarme. C'est des signes caractéristiques du syndrome de Prader-Willi. Vous voyez aussi sur sa courbe de croissance que l'ascension de son BMI s'est faite très tôt dans sa vie. À partir de 3 ans, le BMI est devenu incontrôlable. Et cet enfant présentait une obésité morbide, malheureusement, avec des troubles du comportement alimentaire. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Je reviens à l'obésité commune. Qu'est-ce que l'on peut proposer à ces enfants-là?
Déjà, il faut proposer un objectif qui est pondéral, simple et mesurable, c'est-à-dire qu'on va utiliser, encore une fois, la courbe de corpulence. Il ne s'agit pas, chez un enfant qui a encore un potentiel de croissance staturo-pondérale devant lui, de perdre du poids. Il s'agit de stabiliser l'excès pondéral dans un premier temps. Puis, par la suite, bien sûr, on proposera de réduire l'excès pondéral, tout en conservant, tout en respectant le potentiel de croissance staturale de cet enfant. Ça aussi, ça nous a été largement répété. Il s'agit, l'objectif principal est de modifier de façon durable les habitudes de vie. Toute la famille doit participer. L'équilibre alimentaire doit être acceptable. Et c'est là où nous intervenons pour donner des conseils d'équilibre, rétablir un régime alimentaire équilibré, varié, et non proposer des régimes de restriction, des régimes restrictifs. On doit promouvoir la pratique d'une activité physique acceptable. Bien sûr, traiter des comorbidités lorsqu'elles sont présentes et éviter à tout prix les restrictions alimentaires chez les adolescents, notamment les adolescentes. Alors, la prise en charge nutritionnelle, d'abord, va reposer sur une évaluation nutritionnelle. On ne peut rien proposer si l'on ne sait pas ce que notre enfant mange. Quelle est la qualité des aliments, la quantité d'aliments ingérés, le rythme alimentaire, le contexte des repas. Ça permettra d'aboutir à un diagnostic nutritionnel qui permettra par la suite de proposer des conseils nutritionnels. Vous voyez bien que je n'emploie pas le terme de régime, mais je parle de conseils nutritionnels. Pour faire un diagnostic nutritionnel, on va s'aider d'outils simples. Je vous propose ici, moi, ce que j'utilise dans ma consultation, c'est un journal alimentaire rempli 2 jours de semaine et 2 jours de week-end par l'enfant avant de revenir en consultation et qui nous permet d'étudier son comportement alimentaire. Vous voyez bien que cet enfant, par exemple, ici, à midi, il mangeait des carottes râpées, un steak haché, des haricots verts, une pomme de terre, un yaourt vanille et donc 2 tranches de pain. Et au goûter, par contre, cet enfant, il a pris encore un yaourt et lors du repas du soir, il a mangé de la pizza, du fromage, la crème glacée. Vous voyez bien que c'est un régime qui n'est pas tout à fait équilibré. Et en plus, cet enfant, durant la soirée, a grignoté. En fait, en gros, on va essayer d'identifier des erreurs nutritionnelles les plus fréquentes, que ce soit une erreur de mauvais fonctionnement, c'est-à-dire des enfants qui ne prennent pas ou presque pas de petit déjeuner, ce qui est devenu très fréquent dans la population algérienne. Alors qu'il y a des petits moyens qui permettent de rétablir cela. Réveiller plus tôt l'enfant permettra justement de pouvoir le préparer et que ce dernier puisse prendre son petit déjeuner. On fait des goûters trop copieux, par contre. On dîne trop. On grignote. On peut faire aussi des erreurs quantitatives, se resservir des plats à table ou consommer trop de boissons sucrées, ou encore des erreurs qualitatives, consommer trop de graisse, de sucre simple et pas assez de fruits et de légumes. Vous voyez que le diagnostic nutritionnel n'est pas si complexe que cela. Mais il permet d'aboutir à la formulation de conseils nutritionnels, donc des objectifs pour toute la famille. On ne traite pas un enfant, mais on traite une famille. On conseille une famille. En premier lieu, la première cible, c'est la maman, qui est la première responsable de la sélection des menus. On lui demandera de ne pas laisser un plat à table pour éviter que l'enfant ne puisse se resservir. De respecter les proportions. Les assiettes qui doivent être mises à table pour les enfants ne sont pas de même taille que les assiettes plus grandes proposées pour les adultes. Donc ça nous permet de jouer sur les portions alimentaires consommées. Les pères aussi doivent jouer le jeu, ils doivent être d'accord pour ne pas se resservir, ils sont aussi un modèle pour l'enfant. Et puis ils sont aussi les premières personnes à cibler pour faire la promotion de l'activité physique. Et puis les autres enfants de la famille doivent eux aussi accepter de jouer le jeu et participer, en modifiant, encore une fois, le terme est approprié, leur comportement alimentaire et leurs habitudes de vie. Je vous propose ici 2 outils qui ont été réalisés avec l'Institut national de la santé publique et qui permettent justement de rappeler les bases d'une alimentation saine, à savoir une alimentation régulière, équilibrée et variée. Et les 3 étapes
ici pour la seconde affiche, pour une alimentation saine et équilibrée, manger régulièrement, manger varié et composer un repas équilibré. Qu'est-ce que l'on voit sur cette plaque? On voit que nos enfants consomment trop de sucre. Un enfant de moins de 10 ans ne devrait pas consommer plus de 5 morceaux de sucre par jour. Et lorsqu'on regarde, nous n'avons peut-être pas le temps de vous interroger ici, mais vous voyez ici, je vais vous donner directement la solution. Vous voyez que ça, ici, alors que ça nous paraît insignifiant, ça correspond à 21 morceaux de sucre en une seule journée. Et vous voyez que ça, ce n'est pas très loin de ce que nos enfants consomment, malheureusement. Réduire la sédentarité est aussi essentiel. La prise en charge nutritionnelle, il faut bien le comprendre, n'est qu'un élément parmi d'autres armes qui nous permettront de réduire l'excès pondéral. Réduire la sédentarité, d'abord en limitant les comportements sédentaires. Rappelez-vous l'image que je vous proposais tantôt, plutôt avec cette famille installée dans un sofa qui regarde des programmes télévisés. Augmenter l'activité physique avant 6 ans en jouant sur l'activité spontanée et ludique, mais après 6 ans en proposant une activité plus structurée. Thérapie comportementale, c'est-à-dire s'adresser à l'ensemble de la famille. Encore une fois, il n'est pas normal que l'on propose à nos enfants des aliments ultra transformés, à haute valeur énergétique, et puis qu'on puisse s'installer dans un sofa et profiter de la télévision. Non, il faut revenir à un peu plus d'activité. Donc il faut que la famille entière soit impliquée. L'accompagnement psychologique, vous rappelez-vous, tantôt je vous avais aussi dit qu'il n'y avait pas seulement des complications médicales, mais aussi des complications psychologiques. Donc il va falloir accompagner ces enfants qui sont souvent source de moqueries par les autres enfants et stimuler la motivation de l'enfant, parce que nous n'arriverons à rien si l'enfant et sa famille ne sont pas motivés pour aboutir à un résultat. Et puis, ça permet d'aider l'enfant à mieux supporter aussi les frustrations qui pourront être issues de nécessaires restrictions qu'impose le traitement. Donc, pour nous, il s'agit d'avoir une approche bienveillante et rigoureuse, de la part des autres membres de la famille, mais aussi de notre part en tant que professionnels de santé. Je racontais à un de mes collègues ce matin l'histoire d'une petite fille qui est venue me voir en consultation. Et j'ai proposé on a commencé à faire le diagnostic nutritionnel, proposer des conseils nutritionnels. Et je lui dis, on se revoit dans un mois ou 2 mois, et on aura à ce moment-là, justement essayé de stabiliser son IMC. Cette petite revient 2 mois après, Ramadan était passé, juste avant moi, et elle me montre, la première des choses qu'elle fait, elle se saisit de son téléphone, et elle me montre une vidéo de sa famille. Tout le monde était devant une énorme table en train de consommer différents mets, et la pauvre était là, elle ne le pouvait pas, elle essayait de faire des efforts, et elle s'est retournée vers sa mère, elle lui a dit, mais maman, si moi je n'ai pas perdu de poids ou je n'ai pas stabilisé mon IMC, c'est à cause de vous, parce que l'ensemble de la famille ne jouait pas le jeu à ce moment-là, malheureusement. Donc, pensez-y, toute la famille est impliquée. Qu'est-ce qu'il nous reste à évoquer? Le traitement médical ou chirurgical, à mon sens, il n'est pas recommandé dans la population pédiatrique. Même si, le plus souvent, lorsqu'on propose ce type de challenge, modifier nos habitudes alimentaires ou prendre des médicaments ou une chirurgie, il est évident que l'ensemble de la population va plutôt se diriger vers les secondes modalités. Mais pourtant, ils peuvent le faire. Enfin, la prévention, il s'agit là de rééquilibrer la balance énergétique, donc réduire les apports nutritionnels et augmenter notre activité physique. Et là intervient le rôle des 1000 premiers jours, c'est-à-dire de la période préconceptionnelle jusqu'à l'âge de 2 ans. Qu'est-ce qu'on peut proposer d'abord? Durant la période préconceptionnelle, Monsieur, on peut... conclusion. Possible, le temps, Excusez-moi, j'ai... Deuxième conférence sur la prévention. Donc oui, on a coordonné nos efforts pour que je puisse terminer, excusez-moi. Voilà. Donc, en préconceptionnel, on peut déjà limiter le gain pondéral gestationnel. C'est au moins agir, d'où l'importance d'avoir un IMC normal en début de grossesse et contrôler ce gain gestationnel.
Après la naissance, on va promouvoir l'allaitement maternel, qui est protecteur contre l'obésité infantile. Et on sait très bien que le risque d'obésité chez les enfants qui sont allaités est réduit de 22% par rapport aux enfants allaités à l'aide d'un lait artificiel. Les mécanismes sont prouvés. Et qu'il y a un effet positif pour la mère et l'enfant lors d'un allaitement maternel. Et puis, après l'âge de 6 mois, il va falloir essayer de reproposer des recommandations sur la diversification et l'introduction des protéines. Au-delà de 2 ans, qu'est-ce qu'on peut proposer? Et notamment, durant la période charnière de l'âge scolaire, à l'âge de 6 ans, qu'est-ce qu'on peut proposer? Eh bien, là, il y a un triptyque. D'abord, le rôle des parents, c'est la première maison. Excusez-moi, Dr Boukheil, oui. Vous avez dépassé votre temps de parole de 5 minutes déjà, et on ne peut pas se permettre, les organisateurs sont... Veuillez conclure, s'il vous plaît. C'est très intéressant, mais on est obligé, le timing, c'est le timing, s'il vous plaît. Donc, il y a 3 intervenants. Les parents, c'est la première maison. L'école, la deuxième maison que fréquentent nos enfants. Et enfin, il y a le rôle des institutions étatiques qui doivent changer l'environnement alimentaire. Proposer des taxes et subventions aux aliments à haute valeur énergétique n'est plus possible. Favoriser un étiquetage nutritionnel correct pour guider justement les parents et lutter contre les publicités encore trop nombreuses concernant les aliments à haute valeur énergétique. En conclusion, la santé est certainement un investissement et une stratégie de lutte contre l'obésité permettrait de réduire les coûts à court terme et offrir des avantages économiques à long terme. Donc la prévention de l'obésité infantile, encore une fois, devrait faire partie de cette stratégie. Et il y a plusieurs estimations qui d'ores et déjà indiquent que les interventions peuvent être très rentables. En Irlande, par exemple, réduire l'IMC chez les enfants de 5% en moyenne a permis d'économiser 1,1 milliard d'euros sur le coût total de la vie. Au Mexique, donc un pays en voie de développement, l'action contre l'obésité infantile a permis d'économiser jusqu'à 110 milliards de dollars mexicains par an pour le traitement du diabète, de l'hypertension et des complications, et cela jusqu'à 2050. Voilà. Je vous remercie infiniment. Merci, Dr Boukheil.